Bonjour tout le monde, bienvenue à ceux qui nous rejoignent cet après-midi. Donc aujourd'hui nous sommes rassemblés pour cette quatrième et dernière édition des Mardis de l'emballage alimentaire. Donc aujourd'hui nous avons fait le choix de parler d'emballage et de nouveaux modes de distribution, notamment le réemploi et le vrac. Et autour de la table nous avons différents intervenants, différents experts du sujet. Donc nous aurons Lucia et Chloé qui vont nous parler voilà, des enjeux de l'emballage. Donc, Lucia et Chloé qui viennent du réseau VRAC. Ensuite, Florian et Maud qui vont nous parler aujourd'hui des enjeux, notamment sur l'emballage bouteille de manière générale. Et également, ce sont deux acteurs de la région des Hauts-de-France qui sont pleinement impliqués dans la démarche. Et pour conclure, Anaïs va nous parler en binôme avec un autre intervenant des solutions logistiques dont disposent aujourd'hui des entreprises justement pour voilà, réduire l'impact de l'emballage au sein de leur unité de fabrication. Donc, pour l'animation, je serai avec Frédéric donc, de Ram Materials pour ce temps, pour ces 1h30 que nous allons partager. Globalement, pour ceux qui découvrent le concept, globalement, les mardis de l'emballage, c'est l'occasion pour les acteurs de l'agroalimentaire et de l'emballage de faire le point sur l'actualité réglementaire, les tendances, les innovations, voilà, les actus. Ensuite aussi, c'est l'occasion de rencontrer les acteurs de la filière, aussi bien régionale que nationale. L'idée aussi, c'est que derrière, qu'il y ait un échange qui s'installe entre ces différents acteurs pour développer, penser de nouvelles solutions, et cela ne peut se faire sans les besoins des usagers. Donc, c'est également l'occasion de faire remonter les besoins pour pouvoir co-concevoir des solutions et pourquoi pas des projets. Donc, l'événement vous est proposé en partenariat avec Eura-Materials. Donc, Frédéric, je te laisse un peu nous dire qui est Eura-Materials et pourquoi vous êtes impliqué dans les mardis de l'emballage. Oui, bonjour à tous. Merci Ornella. Alors, effectivement, Eura-Materials, en quelques mots, c'est un pôle de compétitivité basé dans le nord de la France et dédié aux entreprises de transformation de manière générale. Donc, on travaille sur des thématiques assez variées et de manière très transversale sur tous les matériaux, mais avec des focus particuliers sur certains matériaux comme le textile et les matériaux d'emballage. Donc, Eura Materials est un pôle qui est à la fois observateur des tendances de l'emballage et acteur aussi, puisque nous participons à des projets. Nous sommes membres aussi de la chaire COPAC qui a pour objectif, sous l'aval de la Fondation AgroParisTech, de développer les emballages de demain. Et donc, nous sommes associés avec Certia sur ces événements, les mardis de l'emballage, avec ce dernier focus sur des nouveaux modes de distribution qui correspondent en fait à une évolution à la fois réglementaire, puisque la réglementation via la loi AGEC impose la réutilisation, une partie pour les entreprises, pour les industriels, d'avoir une partie de leurs emballages réutilisables, et aussi pour la distribution, petit à petit, d'étendre leur offre en vrac. Donc, on voit que les offres aujourd'hui d'emballage réutilisable, de consignes et de vrac s'inscrivent effectivement dans une tendance qui est notamment poussée très fortement par la réglementation. Voilà, donc je pense qu'on va démarrer tout de suite ce webinaire. Et donc, on va laisser, à moins que tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Ornella, par Oui, rapport au... éventuellement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, je travaille au CERCI Interface, donc, qui est une association de conseil en technologie et innovation pour le secteur alimentaire. Donc, on accompagne de manière générale les entreprises agroalimentaires sur des thématiques d'innovation. On les aide à structurer leurs projets et à trouver les interlocuteurs adéquats et pourquoi pas les financements justement pour faire avancer leurs projets. Donc, on intervient sur deux pôles, la création de nouveaux produits et services, donc de l'idée à l'usine globalement, et également toute la question de la performance globale, donc tout ce qui est optimisation des flux, éco-flux, amélioration de l'ergonomie des postes. Donc, c'est des thématiques sur lesquelles on travaille, et aussi l'emballage qui est une problématique que beaucoup d'entreprises ont à cœur de nos jours, d'où justement ce type de rencontre. Je te remets la parole, Frédéric. Voilà, donc on vous invite effectivement à poser toutes vos questions via le chat. Donc, on essaiera d'y répondre pendant les échanges, ou si on n'a pas le temps pendant ce webinaire,
il y aura des retours à un moment donné des intervenants par rapport aux différentes questions. Et donc, ce que je propose, c'est de démarrer tout de suite. Et en l'occurrence, on va démarrer directement avec Lucia Pereira et Chloé Colmette pour le réseau VRAC. Donc, je remercie déjà d'avoir accepté de présenter pour ce webinaire. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci aussi pour l'invitation. Alors, donc Réseau VRAC, on est une association professionnelle, une interprofession, présente partout dans le monde, mais principalement en France. Et on regroupe donc des producteurs de denrées alimentaires, produits cosmétiques, produits détergents, tous les produits de grande consommation qui ont vocation à être vendus en vrac. On a également des fournisseurs de solutions et de services qui facilitent le parcours client et la vente en vrac, comme les équipements de vente, les balances, les emballages, et les distributeurs vrac. Alors, notre écosystème, on travaille en lien étroit avec toute la sphère publique, les ministères, et c'est la raison pour laquelle le VRAC aujourd'hui prend une place importante dans les objectifs des pouvoirs publics, ainsi que toutes les organisations professionnelles, dont la Fédération du commerce et de la distribution, avec laquelle on est notamment en train de travailler sur un guide des bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac qui sera notifié et qui permettra de rendre obligatoire une formation pour tous les distributeurs qui font du vrac, une formation aux bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac. Donc, nos engagements, c'est démocratiser pour que l'impact environnemental du vrac soit le plus efficient possible. Les deux objectifs étant de réduire les déchets d'emballage à usage unique et le gaspillage alimentaire grâce à la possibilité donnée aux consommateurs d'acheter la juste quantité. Nos missions, donc structurer, développer, encourager, donc structurer avec des actions de lobbying, des formations. On est un organisme de formation, des groupes de travail, des outils qui permettent à nos adhérents de se mettre en réseau. On organise également le Salon du vrac, qui l'année prochaine va devenir le Salon du vrac et du réemploi. Et enfin, des missions pour encourager et sensibiliser les consommateurs. Donc ça, c'est nos grandes avancées. Alors, par exemple, on a permis la vente en vrac de l'huile d'olive en France, la vente en vrac des graines de chia, puisque c'était interdit par le droit européen. On a fait entrer une définition de la vente en vrac dans la loi AGEC et des objectifs également dans la loi climat. Tout ça fait qu'aujourd'hui, Réseau VRAC participe à tous les travaux ministériels sur le vrac et le réemploi. Et le ministère de l'Agriculture a par exemple rendu un avis 88 sur le développement de la vente en vrac qui donne les freins, les leviers pour améliorer et développer la vente en vrac. Et l'ADEME également a publié en 2021 trois études, une ACV qui compare le vrac et le préemballé, une étude sanitaire et une étude sur les prix, compare le prix du vrac et du préemballé. Alors, la vente en vrac, qu'est-ce que c'est? Donc, ça, c'est l'article L120-1 du Code de la consommation. Donc, c'est la vente de produits présentés sans emballage primaire. Comme je n'ai plus d'emballage primaire, eh bien, je peux acheter la juste quantité dans des contenants réemployables ou réutilisables. Et ça peut être fait soit en libre service, dans des équipements de vente, ou en service assisté, par exemple chez votre charcutier, chez votre boulanger. Si vous prenez une baguette sans emballage, vous achetez en vrac. Chez votre charcutier, si vous venez avec votre contenant ou si vous propose un contenant réemployable pour emballer votre tranche de jambon, eh bien, c'est du vrac. Est-ce que Chloé, tu veux prendre la main sur cette slide? Oui, si tu veux. Le vrac, il offre de nombreux bénéfices environnementaux. Il y a notamment le WWF qui a mené une étude sur l'impact environnemental que pouvait générer le vrac, notamment sur différentes typologies de produits, les pâtes, les gâteaux ou encore la lessive et le gel douche. On voit que globalement, sur les quantités de déchets, les émissions de carbone et la consommation en eau, le vrac permet vraiment de réduire tous ces impacts environnementaux. Merci Chloé. Donc, le vrac permet de réduire l'utilisation de ressources s'il est bien fait. Et une petite attention sur le titre de cette étude, le plastique, ça ne m'emballe pas. Chez Réseau VRAC, on n'est pas anti-plastique, on est juste anti-emballage à usage unique. Alors voilà, donc on a encore beaucoup de défis pour généraliser la vente en vrac et faire que l'impact environnemental soit le plus efficient possible, notamment au niveau de l'hygiène, pour sécuriser les pratiques, rendre le vrac pratique. Et voilà, parce que notamment si vous vous attachez à lire l'étude de l'ADEME, eh bien vous verrez que le fait que certains distributeurs ne pratiquent pas la vente en vrac dans des conditions d'hygiène efficientes, ça peut entraîner du gaspillage alimentaire et que dans ce cas-là, l'ADEME conclut qu'il vaut mieux acheter en préemballé.
Alors, la loi climat, elle, qui montre bien la volonté des pouvoirs publics de développer la vente en vrac dans les meilleures conditions possibles, et donc elle impose d'ici 2030 aux commerces de plus de 400 mètres carrés de dédier au moins 20% de leur surface de vente de PGC à la vente de produits présentés sans emballage. Donc, ce n'est pas que le vrac, hein. Un rayon fruits et légumes, c'est un rayon de produits présentés sans emballage, mais ils devront compléter aussi ces rayons avec du vrac. Et ce que la grande distribution est aujourd'hui en train de faire pour arriver à atteindre cet objectif-là, c'est donc mettre à la disposition des consommateurs dans les rayons fruits et légumes et dans les rayons trad des contenants réutilisables et réemployables pour transformer ces rayons en rayons vrac. Ils sont aussi en train de proposer une alternative au sachet Kraft. Et enfin, en train de développer l'offre d'autres produits, comme par exemple les liquides alimentaires, non alimentaires, puisque c'est des offres qui aujourd'hui sont peu présentes en GMS. Alors là, c'est une petite slide qui vous permet un peu de faire la différence entre ce qui est du vrac par rapport à d'autres modes de distribution de produits présentés sans emballage. Typiquement, si vous achetez des fruits et légumes dans un sachet jetable, ce n'est pas du vrac, mais c'est de la vente de produits présentés sans emballage. Si vous achetez du gel douche en quantité imposée, ce n'est pas du vrac puisque vous n'avez pas le choix de la quantité, mais c'est de la vente de produits sans emballage et ça s'appelle de la recharge ou du refill. Donc voilà, donc on a un cadre législatif qui est favorable et donc de nombreux chantiers, donc notamment la fameuse loi AGEC et le décret 3R, les 3R pour réduction, recyclage, réemploi, le vrac s'inscrivant vraiment sur le niveau du réemploi. Il y a deux façons de faire du réemploi, soit le réemploi par le consommateur, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui a la responsabilité du lavage du contenant et de son réemploi, soit le réemploi est fait par le professionnel et dans ce cas-là, le contenant est récupéré par le professionnel, lavé et remis en circuit par le professionnel. C'est le décret sur la stratégie nationale 3R qui définit donc ces deux pratiques de réemploi. Et donc, à la fois, les metteurs en marché, producteurs et distributeurs sont incités à développer leurs pratiques de réemploi, donc soit via le vrac, soit via le préemballé consigné avec des emballages réemployables. On a également un article L120-1 issu de la loi AGEC qui dispose que tous les produits doivent pouvoir être vendus en vrac, sauf motif de santé publique, et un projet de décret a été notifié à la Commission européenne qui vient lister les produits qui ne peuvent pas être vendus en vrac pour motif de santé publique. Donc ça, c'est la liste des produits qui va figurer sur le projet de décret, et notamment le lait, les compléments alimentaires, les produits surgelés et les produits d'alimentation infantile ne peuvent pas être vendus en vrac aujourd'hui. Et Réseau-Vrac travaille à lever ces freins. Pour finir, on a un article L120-2 qui consacre le droit du consommateur d'être servi dans son contenant réutilisable et qui consacre le principe de responsabilité du consommateur qui décide d'acheter en vrac. Il devient responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant à partir du moment où le distributeur a mis en place un affichage qui l'informe sur les règles d'entretien des contenants. Et enfin, le L112-9 qui oblige les commerces de plus de 400 mètres carrés à proposer aux consommateurs des contenants réemployables propres prêts à l'emploi. Typiquement, à la place des barquettes jetables dans un rayon trad, ils doivent proposer des contenants réemployables. Et je passe la parole à Chloé pour le marché. Merci Lucia. Je vais effectivement vous présenter du coup la filière vrac, enfin les tendances de consommation vrac. Donc aujourd'hui, le vrac qui touche près de 1/3 des Français. Ça représente 8,8 millions de foyers acheteurs vrac, en tout cas suite à l'étude qu'a menée Nielsen sur 9000 foyers français en 2021. Et sur cette proportion, il y a 45% des acheteurs qui achètent vrac au moins une fois par mois ou plus souvent. Ces consommateurs, ils achètent principalement à 50% dans 2 circuits de distribution, les hyper et les supermarchés, justement pour maîtriser leur budget, et les magasins bio pour ceux qui sont déjà les plus conscientisés. Et on retrouve notamment chez les acheteurs réguliers de vrac, 44% d'entre eux qui vont consommer directement dans des magasins bio pour réduire leurs déchets d'emballage, qui est la deuxième raison d'achat en vrac après la juste quantité.
Les produits d'épicerie les produits d'épicerie qui sont les plus achetés en vrac aujourd'hui. C'est une gamme qui est développée depuis les années 80, donc c'est assez normal, mais c'est une gamme qui se diversifie de plus en plus et qui laisse aussi le champ à de nouvelles innovations. Aujourd'hui, on ne peut pas faire toutes ces courses d'épicerie en vrac et il y a de la diversification qui est en cours, notamment une dizaine de familles de produits sont aujourd'hui représentées, mais il reste encore de la place pour développer, par exemple, des produits pâteux ou des liquides alimentaires. Il y a encore de nombreux freins à lever aussi pour la consommation vrac. Il y a une perception notamment des consommateurs sur le prix aujourd'hui. On a un a priori comme quoi le vrac, c'est forcément associé au bio. Alors oui, historiquement, le vrac est né dans la bio, mais il y a aussi des marques de distributeurs en vrac qui voient le jour de plus en plus. Il y a également la notion d'hygiène qui est un frein à la consommation chez 29% des consommateurs. Nous, Réseau Vrac, on forme les professionnels et on mobilise en fait tous les acteurs aux bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac et on pousse à ce que ça soit obligatoire pour toutes les structures qui distribuent des produits. Sur le volet praticité, on va le voir, il y a de nombreuses innovations qui sont en cours de développement. C'est une filière qui ne cesse de développer justement des innovations pour lever ce frein et rendre la consommation vrac plus pratique. Et puis en ce qui concerne aussi le manque d'infos sur les produits, il y a aussi des innovations en cours pour faciliter notamment la traçabilité. En ce qui concerne le fait qu'il n'y ait pas de vrac dans les magasins ou qu'il n'y ait pas de marque qui soit disponible en vrac, c'est aussi en train de changer. La tendance est en train d'évoluer là-dessus. Et donc, globalement, l'offre, il faut qu'elle se diversifie en termes de produits, également en termes de diversité de points de vente, et puis qu'elle gagne en notoriété auprès des consommateurs. Donc, si on fait un petit bilan sur les nouveautés qui ont fait leur apparition depuis 2020, il y a notamment de nombreuses marques qui se sont mises au vrac, notamment sur l'image de gauche, on peut voir du coup Benenus, qui, dans la grande distribution, propose désormais une offre en vrac. Alors, dans des conditionnements en carton pour une meilleure maîtrise, en fait, du coup de l'hygiène. C'est un moyen pour les marques de mieux maîtriser, effectivement, la gestion des produits et de s'assurer effectivement de la maîtrise. Il y a d'autres acteurs comme Michel et Augustin qui, eux, ont fait le pari aussi de juste développer des gammes vrac, donc c'est-à-dire des produits qui soient adaptés à ce type de distribution et qui en font la promotion par des étiquetages qu'ils fournissent aux distributeurs. Il y a des niveaux de confiance qui sont plus ou moins élevés en fonction des marques, mais en tout cas, elles arrivent sur le marché pour notamment lever les freins à la consommation et des offres également clés en main avec des marques qui souhaitent mettre à disposition directement en fait des meubles et des recharges pour assurer notamment une facilité en fait de gestion aux distributeurs. Il y a également pas mal de frais qui arrivent sur le marché aujourd'hui avec des fromages comme Babybel, du yaourt en vrac ou encore de la compote. C'est un moyen aujourd'hui de montrer aux consommateurs qu'il est possible de faire tous ces achats du quotidien en vrac. Et puis finalement, d'autres types de technologies qui permettent également de faciliter le service avec par exemple un affichage de la consommation en temps réel lors de la distribution, comme le système d'une pompe à essence finalement, pour mieux maîtriser aussi les quantités qu'on achète, des reconnaissances de produits via capteur aussi pour qu'une fois qu'on arrive sur la balance, il y ait une facilité aussi à détecter les produits pour lesquels on s'est servi, des applications de traçabilité ou encore des solutions de décontamination des contenants, puisque comme l'expliquait Lucia, la responsabilité peut être donnée aux consommateurs, mais il est aussi possible de mettre à disposition des contenants réemployables dans les points de vente. Et donc, c'est un moyen de maîtriser aussi l'hygiène à ce niveau-là. Et puis, des distributeurs automatiques qui sont là plutôt à dimension container et qui permettent notamment d'offrir un panel de produits qui sont peut-être moins sensibles d'un point de vue hygiène, comme par exemple des croquettes pour animaux.
Le vrac a eu depuis la création de Réseau Vrac une croissance assez forte. Le chiffre d'affaires, il a été multiplié en 5 ans entre 2015 et 2020 et il a atteint 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. Et puis avec la crise Covid, en fait, cette dynamique, elle a été impactée. Les tendances de consommation, elles ont évolué et ça a concerné tous les commerces de proximité globalement, ainsi que la grande distribution, avec une montée en puissance du e-commerce notamment, mais on reste confiant sur le fait que ça va repartir, même si on a globalement perdu 5 ans. En fait, déjà d'un point de vue réglementaire, ce que Lucia vous a indiqué avec la loi climat et résilience et le fait que 20% de surface de vente devront être dédiées dans les magasins de plus de 400 mètres carrés. Et puis l'expérience consommateur qui ne cesse de s'améliorer avec justement les innovations et les études de sondage qui montrent qu'une partie des consommateurs reste toujours sensible quand même à ces enjeux de réduction des emballages. Et ça se traduit notamment avec 52% des Français qui souhaitent justement plus de produits en vrac dans leur magasin, avec une grosse attente justement, ce qu'on disait sur l'épicerie aujourd'hui, pour qu'elle se diversifie et puis qu'on puisse faire toutes ces courses du quotidien en vrac. Et enfin, une partie justement des marques, il y a vraiment 52% des Français qui souhaitent des marques en vrac pour justement pouvoir plus facilement avoir des repères et puis répondre en fait à leurs attentes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On a été un petit peu vite parce qu'on n'avait que 15 minutes. Les slides étaient très, très longs. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si on a le temps et puis à revenir vers nous. On pourra évidemment développer un peu plus si vous avez besoin d'avoir plus de précision. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat, mais moi, j'avais une question concernant justement un des freins principaux aujourd'hui au vrac, à savoir le prix. D'abord, globalement, effectivement, est-ce qu'on a raison de penser que le prix est plus élevé? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une évolution des tendances justement en termes de prix avec l'essor de la distribution au vrac? Alors ça, c'est tout le sujet du modèle économique du vrac qui est très, très compliqué à mettre en œuvre parce que effectivement, aujourd'hui, pour le consommateur, le vrac doit être moins cher. Le consommateur ne va pas s'embêter à acheter en vrac dans des contenants qu'il lave, qu'il réutilise, si en plus il doit payer plus cher. Et par ailleurs, il achète un produit qui n'est pas emballé, donc dans sa tête, lui, il se dit ça doit être moins cher forcément. Et en réalité, quand on supprime l'emballage primaire, eh bien, toutes les fonctions de l'emballage primaire, il va falloir les remettre sur quelque chose d'autre. Donc, l'étiquetage, l'information, l'hygiène, tout ça, ce sont des choses qui vont être prises en charge, soit par l'équipement, soit par le personnel. Et donc, on est aujourd'hui en train d'essayer de trouver ce juste modèle qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Parce que notamment, sur des produits très techniques où il faut beaucoup de sécurité, si on ne met pas du personnel derrière, il faudra aller vers des équipements très automatisés. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir augmenter le coût. Donc, à côté de ça, à Réseau Vrac, on travaille pour essayer de faire passer des facilités, notamment une TVA réduite sur les produits vendus en vrac ou des dispositifs de chèques éco-conso, un peu comme les chèques vacances qui seraient fléchés vers les produits vrac. Alors, pas facile à mettre en œuvre, mais en tout cas, on mène ces actions-là auprès des ministères. Et puis, par ailleurs, nous, on considère qu'en fait, les produits préemballés, le prix de ces produits devrait tenir compte des externalités négatives des emballages, du coût de production de ces emballages et du coût de leur suppression, réduction, recyclage, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Parfait. Merci. On est là, tu veux passer la parole à l'intervenant? Moi, j'avais justement une petite question parce que aujourd'hui, auprès des entreprises agroalimentaires, l'une des grosses problématiques et des gros freins pour s'engager sur la question du réemploi ou du vrac, c'est la question de l'hygiène, notamment sur les contenants réutilisés par les entreprises. Aujourd'hui, la question de la contamination éventuelle ou des seuils acceptables est une grosse problématique. Est-ce que justement, quel accompagnement est proposé est-ce que vous proposez déjà un accompagnement, et quelles sont les pistes aujourd'hui dont disposent les entreprises agroalimentaires qui réfléchissent sur cette thématique? Sur le réemploi par le professionnel, hein, pas sur le vrac. Oui, ouais. Tout à fait. Il y a une AMI qui a été lancée par l'ARN, l'Agence nationale
de recherche sur justement alimentarité et durabilité et qui va essayer de mettre en lumière les freins et les besoins de standardisation et de normes pour définir justement ces standards pour les centres de lavage qui vont laver ces emballages réemployables et les remettre sur le marché. Mais aujourd'hui, on a déjà des entreprises qui le font. On a des adhérents, nous, qui le font comme Usage ou d'autres, et notamment les acteurs de réseau consigne. Ils sont capables de le faire, mais sur la base de standards qui n'existent pas forcément. Donc, ils ont besoin effectivement de standards. D'accord. Merci. Donc, on peut effectivement, nous, au sein des pôles, que ce soit Certia ou Ramaterials, on peut accompagner les entreprises qui veulent travailler sur cette thématique et les connecter avec des laboratoires compétents. Tout à fait. Voilà. Merci. Du coup, ça fait une belle transition. Justement, Florence, je te laisse la parole pour la suite. Bonjour à tous. Donc, moi, Florence, j'ai co-créé avec mon associé Ola Consigne. Et Ola Consigne, en fait, est présent aujourd'hui dans les Hauts-de-France et s'étend dans le Grand Est. Et un acteur, effectivement, un opérateur de réemploi. Donc, nous, notre métier, c'est vraiment d'accompagner les professionnels qui veulent passer leurs contenants en mode réemployé. Donc, contenants, on va être sur les bouteilles, sur les bocaux, sur les plats, donc pour des contenants primaires, mais aussi des contenants secondaires, comme les bacs, comme les casiers, pour éviter les cartons. Et on va intervenir un peu sur toute la boucle de réemploi, toute la boucle de vie, finalement, du contenant, avec à la fois du conseil et des métiers très opérationnels de collecte et de lavage. Donc là, l'enjeu, c'était de vous présenter un peu les défis liés au réemploi des contenants. Et je vais faire un focus sur la bouteille, qui est la première filière qu'on a développée et la plus mûre actuellement, pour vous parler à la fois des enjeux, de l'intérêt aujourd'hui d'aller sur le réemploi et des défis sur lesquels on vous accompagne pour les relever et faire en sorte que ça se passe bien sur toute la boucle. Donc, sur la partie enjeux, ce qui nous pousse à aller vers le réemploi, en fait, il y a 4 éléments. Il y a la législation, on vient un petit peu d'en parler avec le réseau VRAC, c'est un peu les mêmes éléments. Il y a l'environnement, l'économie et puis les attentes de vos clients. Donc, sur la partie législation, alors, ce slide est un peu lourd, mais en fait, il reprend 2 lois principales, la loi AGEC et la loi climat et résilience, et l'impact que ça a sur les emballages, avec notamment un décret d'application qui précise la trajectoire de réemploi en fait, des emballages mis sur le marché en France et qui vise à développer le réemploi et à réduire l'usage unique, et qui impose dès 2023 5% d'emballages réemployés pour toutes les entreprises qui font plus de 50 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est les éléments que j'ai mis en vert et vous voyez que 2024, 2025, 2026, 2027, en fait, ce pourcentage augmente et touche peu à peu aussi des entreprises dont le chiffre d'affaires est moindre et tout le monde arrive en fin de trajectoire en 2027 à 10% d'emballages réemployés pour les entreprises. Ça, c'est la première trajectoire bien écrite par notre législation. Et on a par ailleurs en fait la loi climat et résilience qui a prévu aussi d'accompagner finalement cette trajectoire et qui impose aux éco-organismes que sont cités ou Eleco de consacrer 5% de leur budget, en tout cas en 2023, pour le réemploi en fait. Donc ça, c'est le contexte législatif qui est clairement favorable et qui pousse aujourd'hui au développement du réemploi. Sur la partie environnement, qui est un peu nous, la raison d'être de notre création il y a quelques années, là, c'est la comparaison entre une bouteille réemployée et une bouteille recyclée. Le réemploi est souvent plus intéressant que le recyclage ou que l'usage unique tout court, mais ça mérite d'être vérifié et de faire des analyses de cycle de vie par contenant et concrètement par la boucle de vie que vont vivre ces contenants-là. Là, les chiffres que je vous indique, c'est une étude qui a été faite par le cabinet de Roche en 2009 pour la brasserie Météor et qui a été corroborée par des analyses de cycle de vie de l'ADEME en 2018 qui avait analysé 10 dispositifs de réemploi du verre. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on va économiser 75% d'énergie quand on réutilise nos bouteilles plutôt que quand on les recycle, parce qu'on va les laver à 80 degrés plutôt que de les faire fondre à 1500 degrés. Je pense que les chiffres parlent pour eux-mêmes. On va économiser 33% d'eau, parce qu'on imagine bien que la laveuse va utiliser de l'eau, même si évidemment elle est optimisée. Ce qu'on imagine moins, c'est que dans le recyclage, en fait, notre verre perdu, il est cassé et poli à grand renfort d'eau, en fait, avant de partir pour être trié et ensuite refondu. Et ensuite, on a donc un gain de 80% quasiment de gaz à effet de serre. Et ce gain-là, il est essentiellement dû au procédé de lavage comparé au procédé de refonte, donc le 75 degrés, le 80 degrés d'énergie pour laver contre le 1500 degrés.
Donc voilà, deuxième enjeu, évidemment essentiel, et c'est pour cette raison que la législation avance dans ce sens-là. La troisième raison devient vraiment prépondérante aujourd'hui, c'est l'économie. Il y a deux raisons économiques qui poussent aujourd'hui au réemploi. C'est une inflation qui est constante sur les bouteilles, en tout cas sur cet emballage-là, mais on le sait aujourd'hui sur d'autres matières évidemment, qui est continue depuis 10 ans et qui est galopante surtout sur la dernière année qu'on vient de vivre. Nos clients aujourd'hui, producteurs, nous annoncent des hausses qui sont autour de plus 50% entre janvier 2023 à comparer à ce qu'ils avaient en janvier 2022, où ils avaient déjà eu une belle hausse. Il y a des ruptures d'approvisionnement sur certaines bouteilles, notamment des bouteilles transparentes, qui deviennent compliquées à approvisionner aujourd'hui. Ce sont les bouteilles sur lesquelles il y a le moins de recyclage possible, en fait, et qui utilisent le plus de matières premières, donc ça en demande encore plus d'énergie. Et donc, en soi, le réemploi, ça permet une nouvelle source d'approvisionnement, finalement, de bouteilles locales et plus économique. Et la deuxième raison économique qui pousse, en fait, aujourd'hui, des producteurs, des brasseurs à aller vers le réemploi, c'est aussi qu'il y a des nouveaux marchés et des marchés existants, mais qui veulent, eux, aller vers le réemploi aussi, qui les poussent à y aller. Nous, on a des partenaires comme Biocop, Otera, donc qui existaient déjà avant, qui n'utilisaient pas forcément de réemploi, mais qui aujourd'hui poussent leurs producteurs à aller dessus. Azad, qui est un grossiste qui fait la même chose. Et puis, on a des nouveaux marchés comme le Fourgon, dont le modèle est vraiment positionné sur le réemploi et la consigne, qui se développe partout en France et qui aujourd'hui entraîne une bonne partie aussi d'embouteilleurs à aller dessus pour pouvoir travailler avec eux. Donc, ça permet effectivement, du coup, à nos clients d'adresser des nouveaux marchés vertueux qui poussent à la consigne. Ça, c'était la troisième raison pour passer au réemploi. Et la dernière raison, c'est que ça se corrobore aussi avec ce qu'on a vu juste avant sur le vrac, c'est une attente des consommateurs. Ça, c'est une étude qui date de 2019 de Nielsen qui démontrait que 83% des Français étaient favorables au réemploi. Nombreux sont les producteurs ou les brasseurs qui viennent nous voir parce qu'il y a des demandes et des attentes de leurs clients et qui veulent y répondre effectivement. Alors, je ne l'ai pas remis dans la partie économie, mais c'est vrai aussi que quand on est dans le réemploi, du coup, ça crée un geste de fidélité puisque quand on rapporte sa bouteille, généralement, on est plutôt incité à en reprendre une. Alors, donc il y a des enjeux, il y a un intérêt à y aller, il y a aussi des défis à relever. Et pour notre part, donc chez Ola Consigne, des solutions qui accompagnent en tout cas les producteurs et les embouteilleurs qui veulent y aller. Donc, il y a 3 défis. Il y a un défi technique, un défi logistique et un défi de lavage. Donc, je vais détailler ces 3 défis-là. Donc, sur la partie technique, en fait, le réemploi va nécessiter d'avoir la bonne bouteille, la bonne étiquette, le bon bouchon, le cas échéant. Sur la bouteille, en fait, on va parler de robustesse et de standardisation. Sur l'étiquette, on va parler d'enlèvement au lavage. Sur le bouchon, on va parler soit d'enlèvement total parce qu'on ne peut pas le garder, soit de bouchon qui doit être apte au réemploi. Sur la partie bouteille, donc nous, c'est la première chose qu'on fait avec chacun de nos clients, c'est qu'on va aller étudier la bouteille qu'ils ont, on va aller leur recommander la meilleure bouteille selon leurs besoins et pour être résister au cycle de réemploi ou s'adapter aussi à leur taux de collecte parce que la robustesse va de pair aussi avec ce taux de collecte. Et c'est une étude qui est soit assez rapide parce qu'on arrive vite sur un standard. Donc là, ce que vous voyez, c'est la gamme standard de Ola Consigne dans les Hauts-de-France. Elle n'est pas exhaustive, j'ai pas mis toutes les bouteilles là. On a aussi une gamme standard nationale qui est plus restreinte pour pouvoir fonctionner partout en France. Sur la partie étiquette, en fait, donc généralement, ça c'est un changement qu'on doit opérer sur la bouteille, enfin sur l'étiquette pour qu'elle puisse partir au lavage. Donc nous, on a un cahier des charges. On a à la fois un cahier des charges régional ou national. La différence entre régional et national, ça va être tout simplement si on est sur une distribution régionale où seul Ola Consigne va gérer derrière la collecte le lavage, ou si on va être sur une distribution nationale et on va être plusieurs acteurs à collecter et à laver, et auquel cas le cahier des charges est un peu plus restreint pour s'adapter à tout le territoire. Mais dans tous les cas, en fait, ce cahier des charges permet d'obtenir des étiquettes qui vont pouvoir partir au lavage. Donc, soit il y a un respect de ce cahier des charges et c'est assez facile d'avancer, soit il y a des besoins de marketing, de production un peu spécifiques et auquel cas on va aller étudier pour trouver en R&D avec des imprimeurs les bonnes solutions pour avoir la bonne étiquette qui répond aux contraintes de production, de marketing et de bonne rendabilité au lavage. À la fin, on termine avec une certification régionale. Je vous ai mis un exemple d'une certification récemment obtenue par l'un de nos producteurs qui leur permet en fait d'accéder aux distributeurs dont je vous ai parlé juste avant, comme le Fourgon ou Biocop, qui veulent être sûrs en fait que la bouteille qui est mise sur le marché peut être réemployée.
Ensuite, le deuxième défi à relever, c'est la logistique retour. Donc, on a vu, on a la partie technique. Donc, une fois qu'on a la bonne bouteille, qu'on a la bonne étiquette, eh bien, en fait, il faut que la bouteille revienne. Donc, ça, c'est un défi et pas des moindres. Et donc, pour que ces bouteilles puissent revenir, il y a des conditions clés de succès. Il y en a 4. Et la première, c'est la communication vers le client final, en tout cas celui qui se sert de la bouteille, pour qu'il sache que cette bouteille-là peut être apportée, en tout cas, ou peut être déposée à un certain endroit. Il y a l'organisation qui fait que ça va être simple et incitant pour rendre cette bouteille. Il y a l'incitation, pardon, je viens de le citer. Et enfin, il y a toute l'optimisation de la logistique pour que ce modèle-là, en fait, soit viable économiquement. Donc, sur cette partie logistique, en fait, ce que nous, on propose à nos clients, en fait, et à nos clients distributeurs, c'est de mettre en place de la communication en magasin qui va venir, en fait, cibler les bouteilles de nos partenaires qui peuvent être réemployées, qui peuvent être collectées. Donc, on a la formation pour les clients en magasin. On va avoir des lieux de collecte vraiment précisés dans les magasins, donc où on sait, où on voit qu'on peut redéposer la bouteille. Donc, soit de manière volontaire, soit de manière avec une incitation financière. L'incitation financière, elle peut avoir 2 moyens. Ça peut être une consigne monétaire. Tout le monde connaît le principe. Hein, je donne une consigne en amont, je la récupère à la fin. Ou ça peut être un bon de gratification, une sorte de bon de gratification écologique. En fait, c'est une remise qu'on a au retour de la bouteille et qu'on peut utiliser sur son achat en magasin. Donc, ce sont des systèmes en fait de collecte et des dispositifs qui vont vraiment s'adapter à la taille du magasin et à sa clientèle en fait, qui va être plus ou moins où il faut trouver la motivation pour ramener la bouteille. Donc, évidemment, les automates de collecte s'adaptent plus pour la grande distribution. Ensuite, ce qu'on propose avec l'ensemble de nos partenaires, parce que là, je parlais des magasins, mais ça peut être aussi des partenaires grossistes, distributeurs. En fait, on va proposer la gestion globale des flux en leur mettant à disposition en fait des contenants de collecte. Donc, sur la droite, vous voyez des casiers et vous voyez une caisse palette grillagée, qu'on appelle Palox aussi. Et en fait, ces contenants de collecte, on leur met à disposition pour qu'ils puissent reposer les bouteilles dedans, ou alors que leurs clients posent les bouteilles directement dedans. Quand c'est plein, en fait, nous, on vient les chercher, on vient en remettre d'autres. En travaillant ainsi en tournée, on optimise la logistique. Et enfin, la dernière partie sur laquelle il faut être également efficient, c'est la massification et le tri, parce que vous l'avez vu sur la standardisation que je vous ai montré, il y avait quand même déjà pas mal de bouteilles différentes, et je vous ai dit que c'était pas exhaustif. Et donc, nous, quand on récupère des bouteilles chez Ola Consigne, notre enjeu, évidemment, ce sont de les trier pour pouvoir les relaver par format, afin de les refournir en fait aux embouteilleurs sur, évidemment, des palettes d'un même format. Troisième défi, pas des moindres, c'est le lavage. Donc, quand on parle de lavage, en fait, ça réduit un ensemble d'opérations. Il y a le lavage qui est évident. Il y a aussi l'inspection de la bouteille pour vérifier que son intégrité est impeccable et le conditionnement de la bouteille. Donc, à ce sujet, nous, ce qu'on propose, c'est un lavage industriel, ce qui est indispensable, en fait, pour une bouteille. Et c'est indispensable pour la filière, en fait, pour pouvoir développer le réemploi des bouteilles, parce que c'est un investissement qui est conséquent. Maud en le présentera le sien juste après, mais en fait, c'est quasiment inexistant aujourd'hui dans les brasseries. Et ça serait impossible pour chaque brasserie aujourd'hui, par exemple, ou chaque producteur de jus de fruits, etc., de réinvestir dedans. En fait, ils n'auraient pas assez de volume. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir un investissement finalement presque mutualisé qui sera du coup rendu accessible pour tous les producteurs des Hauts-de-France et même un peu au-delà. Donc avec une laveuse industrielle qui est éco-performante, avec une inspection optique qui viendra vérifier le goulot, les parois, le fond de la bouteille, qui viendra vérifier qu'il n'y a plus rien à l'intérieur et qu'il n'y a aucune micro-fissure. Et donc ça, sur un centre de lavage industriel, donc ça sera la première installation d'inspectrice optique en France. Donc on est assez fiers de ça. Un conditionnement en palette, évidemment. Donc vous envoyez un exemple à droite, avec un process HCCP pour garantir effectivement la partie hygiène qui est essentielle pour le retour des bouteilles chez nos clients. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai essayé de tenir les 10 minutes. Je pense que je les ai tenues. Donc, je vous invite à entrer dans la boucle du réemploi si ça vous intéresse, que vous soyez producteur ou distributeur, et à me contacter ou à me poser des questions maintenant. Merci beaucoup, Florence. On a une question sur le chat. Est-ce que ça peut marcher avec des plus petites bouteilles type 25 centilitres? Alors,
Pardon. Et même une autre question qui va un peu dans le même sens, même si c'est un peu plus extrême, c'est des contenants en verre de plus petite dimension, type verrine. Alors, en fait, je vais répondre à chaque question. Pour les contenants en verre, nous, notre laveuse, en fait, va pouvoir fonctionner du 33 centilitres au 1 litre. Et au cas par cas, on va étudier les 25 centilitres. Le tout est de voir si c'est physique, en fait, hein, si physiquement, elles rentrent et elles tiennent bien dans nos godets et elles peuvent suivre le cycle de vie de la laveuse. On a déjà validé, donc nous, on a démarré la filière il y a 3 ans, on faisait que les 75. On a ouvert aux 33 centilitres il y a 2 mois à tous nos clients et on vient de valider une première 25 centilitres chez l'un de nos clients producteurs de jus de fruits parce que le format rentrera dans la laveuse. Donc là-dessus, c'est une simple réponse effectivement physique si ça rentre ou pas. Et quant aux verrines, là j'ai fait un focus parce que c'était la demande sur la partie bouteille, mais notre station de lavage sera multi-contenant et il y aura 2 lignes de lavage, donc 7 lignes de lavage sur la partie bouteille et 1 ligne de lavage sur les autres contenants qui pourra aussi du coup laver des verrines. Merci pour cet éclaircissement. Alors, on a une question de Anne-Laure Boutillier qui demande ce que vous entendez par process HACCP. Enfin, je pense qu'elle est en train de compléter la question. Alors évidemment, en fait, on mettra en place nos process en fait de respect d'hygiène. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on est en train de travailler actuellement, puisque nos lignes de lavage seront installées en avril 2023. Donc, c'est des sujets qui sont actuellement à l'étude avec notre équipe d'ingénieurs. Je pense que ça sera plus intéressant de pouvoir vous le présenter un petit peu plus tard quand la ligne de lavage sera vraiment installée. Mais l'idée, évidemment, c'est de pouvoir respecter des normes. Je pense que Maud reviendra certainement dessus dans ces enjeux à elle. Parce que, on aura l'occasion de le dire, mais on travaille ensemble. Elles, comme d'autres, sont très exigeants et ont des grandes attentes sur la partie hygiène des bouteilles. Donc, on a forcément des process pour respecter cette hygiène, des process pour vérifier aussi. Donc, ça, tous ces points-là sont en cours de mise au point. Voilà, alors justement, c'est une très bonne transition pour passer la parole à Maud Carrière de la brasserie Castelin, qui va pouvoir nous donner un retour d'expérience de la consigne à la brasserie Castelin. C'est ça. Donc, bonjour à tous. Alors moi, ça va être vraiment une présentation très terre à terre et je parle au nom de la brasserie. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment notre retour d'expérience, nous, en termes de réemploi, de réutilisation. Donc, juste une présentation rapide de la brasserie. Donc, on est une petite PME de 48 collaborateurs. Ça fait plus de 90 ans que la brasserie existe. On a un savoir-faire et en premier lieu, on est brasseur. Historiquement, en fait, la brasserie a toujours fait du réemploi, a toujours fait, on va dire, du consigné, puisque dans les Hauts-de-France, à l'époque, il y avait une brasserie qui faisait en même temps de la limonade, qui faisait aussi de la distribution de soda, de café, et qui allait dans tous les corons du coin avec des casiers et qui fournissait les boissons au mois, on va dire, dans les corons et récupérer les bouteilles à la fin. Donc, en fait, dans la petite histoire, on est en train de réinventer ce qui existait il y a quand même une 50aine d'années. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais expliquer aussi, c'est-à-dire que le monde de la brasserie, c'est au final une filière un peu précurseur du réemploi, puisque avant de parler des bouteilles, moi aussi je voulais reparler des fûts, parce qu'aujourd'hui, je pense que il faut regarder un business qui marche, qui perdure, en fait c'est la partie café, hôtel, restaurant. Parce qu'aujourd'hui, alors on a fait le choix d'investir dans des fûts inox, mais voilà, c'est un modèle où le fût en inox est réutilisable à vie. Il y a une rotation qui est efficace, donc qui va du client, donc du café à l'entrepôt et qui ramène à la brasserie. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a un prix au litre qui est plus attractif. Chose qui, pour l'instant, on l'a vu aussi sur la partie vrac, mais aussi sur la partie réemploi en termes de bouteilles, c'est encore compliqué à mettre en place. Donc,
c'est vrai que pour le consommateur lambda, qui estime qu'il fait l'effort de ramener une bouteille ou alors il fait l'effort de laver et de re-remplir une bouteille, il faut que derrière, le prix au litre soit plus attractif que s'il achetait une bouteille neuve ou un pack neuf dans un rayon de grande distribution. Donc voilà. Alors moi, je voulais aussi vous parler Brasserie Castelin. Moi, ça fait 13 ans, 14 ans que je suis dans la structure. Ça fait 14 ans qu'on lave. On a même réinvesti en 2009 sur une nouvelle laveuse. C'est qu'on y croit. C'est qu'on a conscience que ça va revenir, que c'est important. Mais vous voyez une petite courbe. Alors, bon, j'ai volontairement enlevé les chiffres, mais globalement, c'est notre volume de bouteilles lavées sur 10 ans, sur ces 10 dernières années. Vous voyez que ça diminue. C'est flagrant. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a encore 10 ans, on avait encore des structures qui livraient autour de la brasserie et on pouvait récupérer de manière plus efficace, plus rapide l'ensemble de nos bouteilles pour pouvoir les relaver. Mais c'est pas pour ça qu'on n'y croit pas, donc c'est pas aussi pour ça qu'aujourd'hui on travaille avec Floriance et la consigne. C'est pour ça qu'on maintient en état la laveuse pour que derrière on puisse continuer à faire du réemploi, du consigné dans les années futures. On espère que cette courbe va un jour remonter. Et alors, pourquoi nous, Brasserie Castelin, on a fait le choix, on va dire, de maintenir cette laveuse? Parce que on a la chance d'avoir un magasin en direct et que avec les consommateurs, le consommateur qui vient chercher son casier au magasin, on peut récupérer les bouteilles et on peut les laver. Ça nous permet aussi, nous, puisque dans notre process en interne, parfois, on fait des analyses de bouteilles. Donc, au lieu de casser les bouteilles, on va les réutiliser. On va pouvoir les laver. Donc, ça évite de la freinte, ça évite du gaspillage, entre guillemets. On fait aussi pour des petits confrères qui habitent, qui sont à proximité de nous et qui ont des modèles de bouteilles comparables aux nôtres, on leur lave aussi leurs bouteilles. Donc, on rend service. On essaye aussi d'être vertueux et de pouvoir faire utiliser notre laveuse à nos collègues. C'est aussi, pour être clair, une dimension de responsabilité de notre entreprise. Donc, on a conscience que fabriquer une bouteille, c'est aujourd'hui environnementalement difficile, dur. Ça a un impact négatif pour l'environnement. Donc, c'est pour ça, nous, on pense que c'est important de garder cette laveuse. Et comme l'a dit Florence, c'est vrai qu'aujourd'hui, le prix d'une bouteille neuve explose et que on pense que justement, dans les années à venir, le réemploi et la partie lavage va pouvoir, on va dire, reprendre un peu plus de place dans l'utilisation des bouteilles. Par contre, on a des freins, des interrogations. Et c'est vraiment du pratico-pratique puisque c'est vraiment les sujets en interne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour utiliser une laveuse, on a besoin de plus de personnes, que la cadence est plus faible, que pour nous, en tant qu'utilisateurs, on utilise plus d'énergie. Donc, c'est sûr que c'est une énergie qui n'est pas utilisée au niveau de la fabrication de la bouteille, mais elle est impactée, on va dire, dans les charges de l'entreprise. Les bouteilles qui sont aujourd'hui sur le marché, c'est la majorité des bouteilles qu'on peut récupérer, c'est des bouteilles qui ont été allégées, donc qui ne sont pas lavables, des bouteilles qui n'ont pas les étiquettes adaptées, donc pareil, qui ne sont pas lavables, et des bouteilles personnalisées. Donc, c'est-à-dire que si on commence à récupérer l'ensemble des bouteilles du marché, aujourd'hui, il y a plus de 70% de ces bouteilles qui ne sont pas lavables ou réutilisables. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réintroduire dans les bouteilles, des bouteilles qui sont adaptées au cahier des charges des laveuses. Donc, ça va demander beaucoup d'investissement des brasseries et puis un souhait collectif de l'ensemble des brasseries de réintroduire sur le marché des bouteilles qui sont réutilisables. Et ensuite, notre frein aussi, c'est le circuit de distribution. C'est-à-dire que avant, c'était facile. Il y avait un camion qui passait de maison en maison, qui récupérait les casiers. Aujourd'hui, nous, nos produits sont vendus en national
Et puis de est-ce qu'on les récupère et comment on les récupère? Est-ce qu'il y a un intérêt à les récupérer et dans quel contenant? Les caisses, donc vous avez vu ce qu'on appelle les caisses CFP, donc les caisses en plastique ont disparu. Donc tout ça, c'est aussi des freins et des interrogations sur l'avenir, on va dire, comment remettre en place ces circuits qui marchent très très bien sur la partie fût, mais qui a complètement disparu sur les systèmes de distribution de la partie bouteille. Et enfin, une interrogation aussi sur les normes qualité, parce que pour être clair, nous on travaille avec la grande distribution, on passe des certifications pour la grande distribution, et ces certifications sont absolument pas adaptées au réemploi. C'est-à-dire que moi, demain, quand je passe un audit, on me demande de sortir la facture, le bon de livraison et la facture du fabricant de la bouteille. Clairement, sur du réemploi, eh ben, on va avoir dans une même production des bouteilles qui viennent de différents verriers. Et ça, aujourd'hui, moi, j'en ai déjà parlé aux auditeurs, hein, ils ont dit, bah non, ça ne rentre pas dans le cadre de ces normes. Donc, demain, se dire, bah, comment pouvoir associer le réemploi aux exigences, on va dire, de l'agroalimentaire. Et ça reste aussi une grande question pour la brasserie. Voilà. Donc, moi, j'ai fait court. Et ça laisse plus de temps pour les questions s'il y en a. Mais voilà, petit retour d'expérience, on y croit. On est convaincu que ça peut marcher, mais je pense que l'ensemble de la filière doit réadapter et se réadapter à ce système de distribution. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui est très riche et qui présente aussi la réalité du terrain. L'idée n'est pas aussi l'idée c'est d'être le plus réaliste possible et je pense que ça laisse quand même une porte d'ouverture justement pour les divers acteurs, notamment la distribution, aussi bien le consommateur. On parle souvent de l'engagement du consommateur pour pouvoir, quelle collaboration, quel modèle finalement est compatible justement avec les exigences sanitaires et le réemploi et l'environnement. Donc, merci beaucoup. Pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat. Je pense que éventuellement, s'il y a des retours, on les fera remonter. Je ne sais pas si dans le panel. J'ai une question, mais on est là. Oui. Justement, par rapport à si on reprend un petit peu les aspects environnementaux, on voit que le réemploi de la bouteille, effectivement, ça a des côtés très positifs comparé effectivement au fait de refaire une nouvelle bouteille. Par contre, ce qui grève, on va dire, un petit peu le bilan environnemental, c'est les aspects logistiques, notamment, c'est-à-dire le transport, peut-être les problématiques liées effectivement à la casse. Est-ce que c'est pas un peu la limite quand même du système? Je me fais délibérément un petit peu l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas la limite du système de dire que la consigne, finalement, pour que ça soit le plus efficace possible et que ça soit d'un point de vue environnemental intéressant, ça doit s'organiser plutôt en réseau local plutôt qu'en réseau national? Est-ce que ça, c'est la première question. Et la deuxième, du coup, est-ce que c'est compatible effectivement avec la distribution nationale, voire internationale de produits de bouteilles? Donc ça, c'est plutôt peut-être une question pour Florence. Alors, c'est Florence, mon prénom, et je veux bien y répondre, effectivement. La première réponse, c'est sur le bilan carbone, puisque quand on parle de transport, on parle de carbone. Moi, je vous ai dit qu'on gagnait à peu près 80% de carbone quand on réemploie une bouteille plutôt que quand on la recycle, et que l'impact majeur de ce gain carbone, il est sur le comparatif du lavage versus le recyclage. Donc, ça reste toujours vrai qu'en fait, l'impact du transport est assez faible, en fait, dans ces analyses. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est comme l'eau. Je pense qu'on ne voit pas le transport, en fait, du neuf et du recyclage. C'est-à-dire que nos bouteilles neuves, elles viennent au mieux de France, souvent d'Allemagne, voire, alors c'était avant, mais de Russie, d'Ukraine. On parle de Turquie. Donc, elles viennent de loin. Notre verre recyclé chez nous, qui est collecté dans les Hauts-de-France, une fois qu'il a été nettoyé, lavé, il repart aux Pays-Bas pour se faire trier par couleur.
avant de repartir chez des verriers. Et donc, depuis les Pays-Bas, c'est un nouveau marché. En fait, on n'en est plus propriétaire de ce verre-là, donc il part partout. Donc, effectivement, plus on sera local et plus on sera vertueux. Mais très clairement, je pense qu'on n'y perd rien à aller rechercher une bouteille à Marseille versus tout ce que je viens de vous décrire sur le recyclage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le transport, alors c'est vrai et pour le recyclage et pour le réemploi, on veut toujours l'optimiser puisque là, pour le coup, économie et écologie riment. Hein, on cherche toujours à ce qu'il soit le plus efficace possible. Donc, c'est sûr qu'on recommande à rester dans un périmètre régional. Et nous, de notre côté, sur l'organisation, pour effectivement aller adresser des acteurs nationaux, tant d'un point de vue embouteilleur que d'un point de vue distributeur, puisque c'est le sujet, et Maud a parfaitement expliqué avec la grande distribution. En fait, nous, on monte un projet de coopération qui s'appelle France Consigne, de certification nationale, en fait, avec des cahiers des charges de bouteilles, d'étiquettes, telles que je vous le disais, et demain de lavage similaires pour pouvoir apporter une réponse nationale, en fait, à nos clients. Donc ça, c'est le point. Et la standardisation des bouteilles, en fait, ce qu'elle permet, très clairement, c'est qu'une bouteille, et c'est d'ailleurs toute une démarche qui a été faite par la brasserie Castelin sur l'une de leurs bouteilles qu'ils ont passées en standard national. Comme ça, lorsqu'elle est collectée à Marseille, en fait, elle est réemployée à Marseille. Voilà pour la partie éclairage que je pouvais vous faire moi, sur cette partie locale, nationale et les gains en carbone. Maud, si tu veux compléter, n'hésite pas, évidemment. Non, mais je pense que, en fait, l'importance, c'est au final, c'est aujourd'hui, par le travail de gens comme Florence, c'est d'insuffler un mouvement et de se dire, oui, aujourd'hui, effectivement, nous, on a changé de certaines typologies de bouteilles pour rentrer dans le standard national. Est-ce qu'on s'y retrouve? Je dirais pas forcément, mais si on commence pas, on le fera jamais. Hein. Et de se dire, autant, nous, on veut être, au final, être dans les premiers, d'avoir dit, allez, ok, on y va, on change nos formats, et au moins, on aura participé à une action vertueuse. Mais c'est sûr que sur des filières qui sont en train de se monter, les premières années, c'est là où on se casse un peu les dents, on découvre un peu, on apprend nos erreurs. Mais je dis, si nous, on ne commence pas, personne ne le fera. Donc, c'est important d'accompagner et de se dire, autant dès le début, choisir le bon format de bouteille, les bonnes étiquettes. Et puis, vienne que pourra, on les récupérera pas, mais au moins, on aura joué le jeu. Tout à fait. Une autre question sur la traçabilité. Alors, justement, c'est un enjeu important pour vous. Oui. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur le marquage? J'imagine qu'il y a des possibilités de marquage des emballages. Il y a un peu la même problématique sur le recyclage des emballages aujourd'hui, avec toutes les limites du tri optique. On se rend compte que parfois c'est difficile de déterminer la réelle composition de l'emballage, en tout cas la réelle composition majoritaire. Et il y a des projets qui disent on va peut-être marquer finalement individuellement les emballages pour savoir quel serait le matériau principal de cet emballage. On peut imaginer, j'imagine, quelque chose de similaire sur les bouteilles, une sorte de marquage individuel qui permet de tracer leur provenance. Alors aujourd'hui, tous les verriers maintenant font des marquages individuels de bouteilles. Donc demain, chaque verrier, on a la possibilité de retrouver individuellement d'où vient cette bouteille. Après, c'est le principe justement du réemploi et du laver, c'est de se dire qu'au final, à partir du moment où on a lavé une bouteille, on estime que c'est une nouvelle bouteille. Et que la traçabilité démarre là. Et qui est associée au fait qu'on a rempli, qu'on a mis, est lié au batch, au lot de production. Mais c'est sûr que ça, ce n'est possible que si dans le parterre qu'on a utilisé de bouteilles, c'est des bouteilles qui sont prévues justement au réemploi. Il faut que le contenant soit adapté au lavage, au réemploi. Donc ça, c'est encore les interrogations et les craintes, les freins qui peut avoir sur le fait de récupérer plein de bouteilles de différents réseaux. C'est être sûr que ces bouteilles ont été vraiment conçues pour le réemploi. Et si je peux compléter, étant donné que la législation impose des obligations d'emballage réemployé aux metteurs en marché, l'ADEME est en train de définir une méthode de comptabilisation
des emballages réemployés avec une définition des emballages réemployés qui a été donnée dans le décret qui fixe la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché et qui va permettre au niveau national de comptabiliser les emballages réemployés comme aujourd'hui on sait comptabiliser les emballages recyclés. Alors, c'est très compliqué à mettre en place. Nous, on travaille avec Réseau Consigne et Réseau Vrac, on est dans le copil de cette étude. Mais ça y est, c'est fini et l'étude devrait sortir dans la fin d'année avec la méthode de comptabilisation. Et alors, si je peux rebondir aussi, moi, je voudrais juste vous prendre un exemple de l'Allemagne, qui est un pays quand même assez grand physiquement, qui n'a jamais arrêté la consigne. Alors, quand on dit que la Belgique ou l'Allemagne sont précurseurs, etc., en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas arrêté, puisqu'on faisait, comme Maud l'a dit, on faisait de tout temps avant. On a juste fait le choix de partir sur l'usage unique il y a 40 ans, et le recyclage. Et donc, je prends cet exemple-là, puisqu'en fait, les minéraliers ont choisi une seule et même bouteille, en fait, pour toutes les eaux minérales en Allemagne. Alors, à la base, ce choix-là est une volonté de protectionnisme. Ça a empêché les minéraliers français d'y aller. Mais toujours est-il que, quand on parle de traçabilité, on a bien une seule et même bouteille qui va contenir l'eau minérale un tel et l'eau minérale un autre tel. Et la traçabilité, effectivement, démarre au moment où la bouteille a été lavée et réemployée. Et elle redémarre à chaque fois là, en fait. Après, je pense que quand on parle de traçabilité, il faut toujours peser parce que là, du coup, on va se parler de technologie, on va se parler de sujets à remettre en plus. Quelle est la vraie utilité derrière ça, en fait? Voilà, est-ce qu'on a besoin de se connaître au final les 40 vies qu'aura connu la bouteille, etc. Je ne sais pas. Le débat est très intéressant. Et je pense que finalement, ça met aussi en lumière la question de l'engagement, pas que de certains acteurs, mais de tous les acteurs, j'ai envie de dire, aussi bien d'autres fournisseurs de solutions, aussi bien de la distribution et finalement, aussi bien d'autres entreprises agroalimentaires. Une volonté commune pour pouvoir transformer les choses et pouvoir rendre efficace ce qui est déjà fait aujourd'hui. Je pense que c'est le message qu'on peut retenir de cela et ça fait plaisir de voir qu'il y a des études également qui essayent d'améliorer les choses et que voilà, il y a une volonté aussi politique qui accompagne tout ça. Donc, voilà. Alors, merci. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Du coup, on va poursuivre l'intervention avec Anaïs. Là, on va plutôt partir vers des solutions plutôt adressées aux entreprises. Merci à tous les intervenants qui ont partagé leur retour d'expérience. Et donc là, on va poursuivre. Anaïs, je vous laisse la parole et je vais également inviter Cédric à nous rejoindre pour son retour d'expérience aussi sur ce type de solution. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Anaïs Ritterbin, je suis cofondatrice de Pandobac. Et donc, du coup, Pandobac, c'est parti du constat que, en fait, aujourd'hui, les emballages de transport alimentaire, donc tout ce qui est carton, cagette, caisse en polystyrène, donc à usage unique, aujourd'hui, ça pèse lourd dans le budget des fournisseurs et que du coup, à l'échelle des fournisseurs et des commerçants, ça représente un temps de gestion important, parce qu'il faut avoir en tête que donc un restaurant, quand il reçoit de son fournisseur des cartons, des cagettes ou des caisses en polystyrène pour avoir sa marchandise, en fait, derrière, c'est du temps passé à gérer c'est du temps passé à casser ses cartons pour remplir ses poubelles. C'est du temps passé à se débarrasser de ces déchets-là. C'est encombrant, ça coûte cher et ça, c'est pas uniquement pour le restaurant ou pour le commerce, mais ça coûte cher également aux fournisseurs qui achètent de l'emballage. Ça coûte d'autant plus cher que c'est des emballages dont les prix augmentent depuis plusieurs années. Et ça a une image négative parce que, en fait, quand vous passez devant un restaurant ou un commerce et que vous voyez toutes ces poubelles qui débordent devant, c'est en termes d'image, c'est pas forcément très positif et ça donne pas forcément une très bonne image du commerce. Et donc, nous, chez Pandobac, c'est en partant de ce constat-là et aussi de ces emballages et du poids sociétal qu'ont ces emballages, puisque en fait, du coup, au niveau
au niveau de la société entière, ça pose des vrais... les emballages à usage unique posent un vrai défi légal et réglementaire pour les commerces et les industriels. Donc, je ne reprends pas tout ce qui a été déjà exposé précédemment, mais le contexte réglementaire, du coup, avec les lois AGEC, avec les responsabilités élargies des producteurs, avec les lois EGalim et également la loi climat, donc font peser de plus en plus de pression légale sur les emballages à usage unique. Il y a également un aspect défi environnemental, puisque donc les emballages à usage unique, il y a un manque de tri, et donc par manque de tri, il y a énormément d'emballages qui sont incinérés, ce qui génère de la pollution. Et par ailleurs, du coup, ça a été rappelé précédemment, mais le recyclage, c'est une chose, mais en fait, il y a une très grosse consommation énergétique liée au recyclage. Et pour finir, du coup, les emballages à usage unique, qui posent également un défi économique, puisque du coup, c'est des matières premières on le voit aujourd'hui avec la crise énergétique, les emballages neufs coûtent de plus en plus cher. Et donc, tout ça a constitué finalement un contexte qui est assez favorable au réemploi d'emballage et en fait, pour répondre aussi à toutes ces problématiques et tous les défis exposés, donc nous, on a créé Pandobac avec un service du coup de bacs réutilisables qui sont suivis et lavés pour permettre de remplacer les emballages de transport à usage unique. Donc, le principe, c'est vraiment de pouvoir travailler directement avec les fournisseurs pour leur permettre d'avoir des bacs réutilisables. Donc, on met, côté Pandobac, on est propriétaire des bacs. On met à disposition du coup les contenants. Donc, on a toute une gamme, tout un catalogue de bacs réutilisables adaptés à différents types de produits. Ensuite, on va mettre à disposition donc tous les bacs réutilisables qu'on loue sont équipés d'un système de suivi. Donc, je vais le détailler un petit peu après, mais qui permet d'assurer la traçabilité et de pouvoir suivre les contenants. On propose également le lavage des bacs réutilisables dans un peu les mêmes enjeux que ce qui a été exposé précédemment, mais pour pouvoir réutiliser les bacs dans un contexte sanitaire. Et on propose également, quand ça n'existe pas, le transport retour des contenants pour assurer leur collecte et leur réutilisation. Et sur toute la phase, comme ce n'est pas une transition qui est forcément aisée, de passer des emballages à usage unique vers les emballages réutilisables, on a également une activité bureau d'études pour accompagner en fait nos clients sur cette transition. Concrètement, ce qu'on fait, c'est que nous, on est vraiment poolers, ça veut dire qu'on va vraiment gérer et coordonner toutes les étapes pour permettre de faire la transition des emballages à usage unique vers des bacs réutilisables. Donc, ça va passer par le choix du bac, la mise à disposition du stock chez le fournisseur. Ensuite, du coup, c'est le fournisseur qui va se charger de préparer et expédier sur des plateformes de distributeurs quand il y en a. Sinon, parfois, ça peut être directement auprès des restaurants ou auprès des commerces. Quand ça passe par un distributeur, ensuite, le distributeur va charger de distribuer jusqu'au point de vente, de collecter les bacs vides en point de vente, puisque là, on est sur des volumes qui sont assez éclatés. Et donc, on va au maximum s'intégrer dans les circuits logistiques déjà existants pour la récupération des bacs. Et ensuite, nous, on vient collecter sur des lieux massifiés, donc là où il y a eu un maximum de bacs qui ont été collectés, on vient les chercher pour les laver et les remettre à disposition. Le principe, donc ce que j'expliquais précédemment du suivi, c'est-à-dire que nous, on est parti du constat que si on voulait, que là, les bacs de transport, ils circulent sur des boucles ouvertes, c'est-à-dire que le fournisseur distribue à des clients qui ne font pas partie du même groupe, c'est vraiment d'autres acteurs économiques. Et si on veut s'assurer que les bacs sont vraiment réutilisés, sachant que c'est vraiment en assurant la réutilisation qu'on va avoir moins d'impact environnemental
que les emballages à usage unique. Si on veut s'assurer du coup que les emballages sont bien réutilisés, il est indispensable pour nos clients qu'ils aient un aperçu de leur stock. C'est-à-dire qu'il faut que les fournisseurs sachent où sont partis leurs bacs et où est-ce qu'ils doivent aller pour les récupérer. Donc, le principe, c'est du coup, tous nos bacs sont équipés de QR code. Ça peut marcher également avec du RFID quand on parle de gros volumes de bacs à scanner. Mais le principe, c'est que du coup, chaque bac est scanné pour être affecté à un point de livraison et que quand le bac est récupéré, il est scanné en réception. Et donc, ça permet de mettre à jour les stocks. Bon, les avantages d'utiliser des bacs réutilisables, c'est qu'il y a une économie en termes de matières premières et de réduction des déchets produits, puisque du coup, on réutilise des contenants plutôt que d'en créer des neufs. Il y a une réduction du coût de l'emballage parce qu'en fait, avec des volumes, on arrive à avoir des coûts logistiques qui sont faibles et que en fait, c'est un coût à la rotation, à l'utilisation. Et donc, on est généralement plus bas. On coûte moins cher que des emballages à usage unique. Il y a une libération d'espace de stockage parce que vous n'allez pas avoir forcément besoin d'acheter, vous n'allez pas forcément acheter pour 3 mois de commandes en avance. Vous avez juste besoin du stock qui correspond au temps de rotation nécessaire. Et puis par ailleurs, du coup, nous, on travaille qu'avec des bacs qui sont emboîtables et donc qui vont avoir un espace emboîtable ou pliable, donc ils vont avoir un espace de stockage réduit. Et ça permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle parce que le passage au bac réutilisable crée un standard, permet de plus facilement monter des palettes sans risque d'affaissement par rapport à du carton, par exemple. Et on est, qui dit standardisation, dit gain d'efficacité opérationnelle. Je vous ai parlé de la solution de façon assez théorique. Je vais laisser Cédric de la société Renault se présenter et présenter un peu en détail notre collaboration. Bonjour à tous. Donc, la maison Renault, on est grossiste, donc producteur-distributeur de produits de la mer depuis 1924. Donc, c'est une maison qui… donc, moi, je fais partie du département qui s'adresse essentiellement à la restauration, donc CHR, RHF. Donc, on est présent majoritairement en Île-de-France, en Rhône-Alpes, sur la région Est via Strasbourg et également en Aquitaine, un petit peu sur la Côte d'Azur. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, tous les jours, on livre à peu près, depuis le site de Rungis, qui est la maison mère, environ 1500 clients. Donc, c'est chaque nuit une grosse consommation de caisses polystyrène dans la mesure où notre offre de service, elle est de préparer le poisson à façon pour nos clients. Donc, ce n'est pas uniquement de l'achat-revente, c'est de l'achat, transformation, donc réemballage et distribution. Donc, la collaboration avec Pandobac, elle a commencé avant le Covid, où de façon générale, les collectivités, et principalement Paris, mettaient la pression à nos clients sur la gestion de leurs emballages. Et pour certains, on refusait même de reprendre les caisses polystyrène, donc qui sont compliquées en termes de recyclage. Ils refusaient même de pouvoir les prendre dans les poubelles. Donc, du coup, on a été en test pendant plusieurs semaines avec Pandobac pour démultiplier petit à petit ce service. Pareil, pour donner un ordre d'idée, on consomme environ 4000, 4500 caisses polystyrène par nuit, donc ce qui fait des consommations très, très importantes. Donc, même si on avait mis en place des systèmes de recyclage pour essayer de compacter ces caisses polystyrène, pour essayer de leur donner une deuxième vie, toujours est-il que ça représente une grosse consommation de caisses et une problématique à laquelle on ne savait pas répondre. On a essayé de façon transitoire d'utiliser des caisses carton, mais dans une logique aujourd'hui de réutilisation de l'emballage, la solution Pandobac semblait être la plus pertinente.
et en tout cas a fait ses preuves auprès des clients qui nous ont demandé dans un premier temps d'être en test avec Pandobac pour pouvoir petit à petit le démultiplier à plus en plus de clients. Donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui vit bien, en tout cas sur la distribution en dernier kilomètre. On est en train de le déployer progressivement à tout type de clients, aussi bien du restaurateur indépendant que du structuré, que du traiteur. Et peut-être que oui, ça peut être intéressant de parler un petit peu des répercussions sur la clientèle et sur aussi votre exploitation à la journée, parce que vous l'avez dit, du coup, ça a été mis en place suite à la pression des collectivités et à la demande des clients. En gros, le fait de passer sur du bac réutilisable aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour vos clients et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour votre activité de transformation et de livraison au quotidien? Donc nous, en effet, c'était important de passer par une phase de test pour voir un petit peu les répercussions que ça pouvait avoir au niveau organisationnel, dans la mesure où on a un process, étant donné qu'on est sur des produits ultra frais, c'est très très court, c'est-à-dire qu'on reçoit la marchandise tard le soir, on prépare la nuit, on livre tôt le lendemain matin, donc c'est une course contre la montre chaque nuit. Et donc l'utilisation historique du polystyrène dans notre filière d'activité faisait que naturellement, c'est ce produit-là qu'on utilisait facilement. Donc l'idée par rapport au process qu'Anaïs a décrit, c'était de voir aussi le temps que ça pouvait engendrer de façon supplémentaire d'utiliser un emballage tracé, donc qui demandait des manipulations supplémentaires compte tenu voilà, du temps d'activité ou de production, de transformation la nuit qui est très, très court. L'idée, c'était de voir comment ça pouvait se répercuter sur les équipes et qu'en aucun cas, ça ait des impacts sur notre organisation et donc sur les délais après de distribution des livraisons. Donc, voilà, je sais que l'outil avait évolué et nous a permis d'optimiser justement ces temps. Et aujourd'hui, c'est relativement neutre. En tout cas, c'est pas impactant et ça nous permet de répondre à cette demande qui est une attente client sans avoir d'impact sur le niveau organisationnel. Après, au niveau économique, comme je le disais en préambule, étant un gros consommateur de caisses polystyrène, ce type d'emballage a tout son sens une fois qu'on arrive à le faire vivre dans la durée. Donc là, c'est bien tout l'objectif d'arriver justement à montrer que c'est une solution pérenne auprès de nos clients, à trouver les bons formats de caisses qui correspondent à leur moyenne de commandes, de façon à avoir des rotations quotidiennes ou hebdomadaires et qui permettent justement de faire tourner les emballages comme il se doit. Merci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, la solution, on l'a déployée ensemble, principalement sur la région parisienne. Après, aujourd'hui, en termes de potentiel de développement, comment vous voyez le sujet? Alors aujourd'hui, c'était plus simple parce que c'est vrai que sur la région parisienne, c'est notre flotte qui est interne. Donc, du coup, c'est nos livreurs qui sont sensibilisés à cette solution. La deuxième étape, pour étendre un petit peu l'utilisation de ces bacs, c'est justement de voir avec des partenaires transport sur, on va dire, du proche Paris. Ça va être plutôt des départements comme le 60, le 45 ou autres, de façon à justement pouvoir le proposer à des clients un petit peu plus loin et voir aussi si la conservation est bien la même dans la mesure où le produit peut être glacé et conservé comme la caisse polystyrène. Donc, ça a tout son sens normalement sur jusqu'à 100-150 km autour de Paris où on livre pareil de façon quotidienne.
Ouais, et après, c'est vrai que du coup, pour compléter, effectivement, nous, on a, chez Pandobac, on a aussi développé on a des partenariats on a un centre de lavage en propre à Rungis pour laver les bacs au plus proche de nos clients en Île-de-France. Et on a des partenariats de lavage un peu partout en France pour effectivement laver au plus proche, pardon, et au plus propre également, sur pour être au plus proche de nos clients et des utilisateurs des bacs et pouvoir proposer un maillage le plus serré possible du territoire et permettre du coup des boucles de réemploi locales. Même si je rejoins ce qu'a dit Florence, le sujet du transport, c'est finalement, quand on compare à de l'emballage à usage unique, c'est relativement mineur. La raison pour laquelle on essaye de laver au plus proche, c'est que c'est ce qui permet de raccourcir les temps de rotation des bacs. Et c'est également ce qui va permettre de faire baisser les coûts de logistique. Merci beaucoup Anaïs, merci Cédric. On a 2 ou 3 questions sur le chat. Oui. Alors, une première, c'est terre à terre, assez terre à terre, mais très important, c'est la récupération des bacs. Est-ce qu'elle se fait comment le livreur peut récupérer des bacs sales en livrant des bacs propres dans le même camion? Alors, je peux faire une première partie de réponse et Cédric, je vous laisse éventuellement compléter après. Mais en tout cas, sur les emballages, les bacs réutilisables, même s'ils ont été déjà utilisés, ils ne sont pas considérés comme des déchets. Donc, en fait, ce qui est attendu, c'est qu'il y ait une séparation, c'est-à-dire qu'il y ait une pile de bacs propres, de bacs sales et qu'elle ne soit pas mélangée avec des bacs propres dans la même pile. Mais à partir du moment où il y a 2 piles bien séparées, la récupération est possible dans un même camion. Donc, nous aujourd'hui, pour répondre à cette question, on n'a pas le droit de récupérer des caisses polystyrène sales. Donc, on ne le fait pas parce que, bien entendu, on n'a pas le droit de mélanger des colis neufs avec des colis usagés. Dans le cadre de Pandobac, la seule chose qu'on demande à nos clients, c'est de les rincer un minimum, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchets particulièrement importants dedans. Et du coup, en effet, comme le disait Anaïs, le livreur a pour instruction de scinder les deux. Bon, après, c'est simple de faire la différence puisqu'ils s'empilent. Donc, dès que les bacs sont usagés, ils sont empilés, stockés dans une partie du camion et le reste de la distribution se fait de façon normale. Il y a une autre question qui concerne l'aspect plutôt matériaux. Est-ce que donc vous allez utiliser des bacs avec des matériaux particuliers, spécifiques, pour éviter les problématiques éventuelles liées aux micro-fissures, aux difficultés de nettoyage, et pour assurer aussi un nombre maximum de réutilisation? Alors, du coup, nous, on fonctionne aujourd'hui avec des bacs du marché. Donc, on travaille avec des fournisseurs de bacs. En termes de matière, ce qu'on privilégie, c'est le monomatériau. Donc, on a des bacs en polyéthylène haute densité qui résistent bien à des températures négatives et à des changements de température. Donc, c'est ce qui est utilisé pour les bacs marées. On travaille avec des bacs aussi en polypropylène. Le fait qu'ils soient monomatériaux, c'est-à-dire qu'en fin de vie, si jamais il y a de la casse, etc., ils sont entièrement recyclables en fin de vie, ce qui était important pour nous. Et on sélectionne des bacs qui sont tous aptes au contact alimentaire et qui vont présenter le moins de recoins possible pour faciliter le nettoyage. Et notamment, ça passe aussi, par exemple, par on a équipé nos bacs marées de zones d'étiquetage spécifiques pour pouvoir facilement décoller les étiquettes qui sont collées par nos clients, enfin les étiquettes de livraison, pour éviter qu'il y ait des résidus de colle et pour faciliter du coup la réutilisation. Donc c'est ça vraiment aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les bacs qu'on sélectionne, ils peuvent théoriquement faire plus d'une centaine d'utilisations. On est plutôt autour de 300-400 utilisations par bac réutilisable.
Ça, c'est le nombre d'utilisations théoriques, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est plus dans un schéma où il y a un risque que les bacs se perdent avant d'arriver à la fin de leur utilisation possible. Donc aujourd'hui, les gros efforts à faire, c'est sur éviter la perte, plutôt que renforcer les bacs pour qu'ils puissent faire encore plus de rotation. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas au maximum de rotation. Merci Anaïs. On n'a pas d'autres questions, je crois qu'on va pouvoir clôturer. Ornella. Oui, merci encore à tous pour ces informations. Merci Cédric pour votre participation. Merci à vous. C'est vrai que c'est toujours très enrichissant d'avoir le point de vue, le retour d'expérience. Merci aux participants. On vous enverra très prochainement les supports de présentation ainsi que les contacts des intervenants pour d'éventuelles collaborations. Avant de finir, nous souhaitons justement recueillir vos avis et surtout les thématiques d'intérêt que vous souhaitez aborder l'année prochaine pour les mardis de l'emballage. Donc, un lien sera envoyé très bientôt pour que vous puissiez nous proposer quelques sujets. Voilà, merci Elsa pour le lien. Donc, comme ça, nous pourrons continuer toujours à vous proposer des moments d'information, d'intervention de qualité tels que celui de cet après-midi. Voilà. Merci à tous les intervenants et puis on reste bien sûr à votre disposition pour répondre à d'autres questions que vous pourriez avoir. N'hésitez pas à vous adresser à nous, que ce soit le CERTIA ou Eura Materials, et on fera parvenir vos questions éventuelles aux intervenants. Voilà, merci à tous et à bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir.